Ministre. La parole est maintenant à Madame Valérie Rabault, rapporteure de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en lecture définitive le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 proposé par le gouvernement. Alors cette lecture définitive intervient dans un contexte particulier puisqu'il s'agit de la première séance de notre Assemblée depuis la barbarie qui s'y a été perpétrée à Nice le 14 juillet dernier, jour de la fête nationale. Nos pensées vont bien sûr aux victimes et en cet instant grave et douloureux, nous avons tous entendu l'appel du président de la République à l'unité et à la cohésion de notre pays. La séance de ce jour porte sur le vote final de la loi de règlement pour 2015. Nous l'avons déjà dit dans cet hémicycle, voter une loi de règlement, ça signifie répondre à la question suivante: oui ou non, le budget de l'État a-t-il été exécuté en 2015 conformément à ce que nous avions voté en loi de finances? J'ai déjà eu l'occasion de le dire à 2 reprises dans cet hémicycle, la réponse est oui, et c'est pour cela, mes chers collègues, que je vous invite à voter ce projet de loi de règlement. Je me permets de rappeler que lors de la première lecture, notre Assemblée a adopté 2 amendements par rapport au texte du gouvernement. Le premier, qui était un amendement du gouvernement, visait à limiter le solde créditeur reporté d'un compte de commerce pour un secteur lié à la défense. En bon français, cela signifie que nous laissons 77 millions d'euros de plus dans les caisses de la défense par rapport à ce que le ministère de l'économie et des finances souhaitait initialement reprendre. Pour ma part, je m'en félicite. Un second amendement, adopté en commission à l'initiative de notre collègue Monique Rabin, rapporteure spéciale des crédits du commerce extérieur, visait à faire en sorte qu'il puisse y avoir un document de politique transversale relatif au développement international de l'économie française et au commerce extérieur. Je crois aussi qu'il est bienvenu que nous puissions avoir une vision globale et synthétisée des efforts budgétaires qui sont consentis pour le commerce extérieur et des résultats obtenus. Alors, vous le savez, le Sénat a rejeté le 7 juillet en première lecture ce texte. Nous avons ensuite tenu une commission mixte paritaire qui a échoué. Enfin, le 12 juillet dernier, notre Assemblée a de nouveau voté ce projet de loi de règlement conformément à ce qui avait été adopté en première lecture ici à l'Assemblée nationale. Et le lendemain, le 13 juillet, le Sénat a souhaité rejeter ce texte. Donc, par conséquent, nous sommes saisis une nouvelle fois et une dernière fois. Et c'est bien pour cela que je vous invite à réitérer le vote qui avait été le vôtre en première et en deuxième lecture. Je me permets de rappeler peut-être les 3 axes majeurs qui comportent ce projet de loi de règlement. Le premier, porte sur la baisse du déficit public. Cette baisse a été réelle, elle a été enregistrée en milliards d'euros sonnants et trébuchants, ça a été confirmé par la comptabilité nationale, et cette baisse est plus importante que ce que nous avions prévu en loi de finances initiale. Le deuxième volet, cette baisse du déficit s'est faite sans augmentation des prélèvements obligatoires, voire même ils ont un peu baissé. C'est la première fois que cela se produit depuis 2000. Donc je pense qu'il était important également de le souligner. Le troisième axe de ce projet de loi de règlement est que la baisse des dépenses publiques ne s'est pas faite au détriment des priorités qui ont été fixées par le gouvernement et notre majorité. Alors, je souhaiterais, parce que j'ai entendu beaucoup de choses depuis quelque temps, notamment sur ceux qui voudraient faire naître une polémique, je souhaiterais juste rappeler de manière extrêmement factuelle quelques chiffres qui montrent que ces priorités ont été respectées en dépit de l'effort que nous avons fait sur les dépenses publiques. Entre 2007 et 2012, les plafonds d'effectifs, je parle bien des plafonds d'effectifs, c'est-à-dire les effectifs maximums qui sont autorisés par le Parlement, pour la police nationale et la gendarmerie nationale, ont baissé de 12 519 équivalents temps plein, vous savez, les EPTP, c'est-à-dire sur l'année. Je rappelle que si vous êtes à temps plein mais que vous commencez à travailler le 1er juillet, vous comptez pour 0,5 dans le comptage de l'État.
ce qui signifie concrètement que le Parlement avait autorisé des plafonds d'effectifs en forte réduction. Cette baisse de plafond s'est traduite par une baisse réelle de postes pourvus d'effectifs à hauteur de 9 780 équivalents temps plein. Depuis 2012, nous avons souhaité rehausser ces plafonds parce que nous considérions qu'il n'était pas acceptable de demander aux forces de l'ordre plus en leur donnant moins de moyens. Entre fin 2012 et fin 2015, les plafonds de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont été augmentés de 3002 ETPT, donc les équivalents temps plein. Comme un recrutement, et chacun le sait sur ces bancs, ne se fait pas du jour au lendemain, il y a d'abord la procédure de recrutement et puis ensuite il y a la procédure de formation, et c'est bien naturel. Cela s'est traduit par une augmentation des effectifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale de 1901 ETPT. Sur la seule année 2015, ce sont 1508 postes temps plein qui ont été créés et pourvus. Et j'insiste sur le pourvu parce que je sais que ça peut donner lieu à quelques débats. C'est donc bel et bien une augmentation d'effectifs avec des agents présents qui a été réalisée. Cette augmentation s'est accompagnée de renforcement des moyens financiers. Ainsi, les budgets de la gendarmerie et de la police nationale ont augmenté depuis 2012 plus vite que l'ensemble des dépenses publiques, alors qu'entre 2007 et 2012, ils avaient progressé quasiment 2 fois moins vite que l'ensemble des dépenses publiques. L'année 2015, et je le salue devant Monsieur le ministre, a également renoué avec le déblocage de fonds pour l'immobilier de la gendarmerie nationale, afin que des situations indécentes de caserne puissent être résorbées. Ce sont plus de 70 millions d'euros qui ont été débloqués. La sécurité de notre pays passe aussi par notre défense. Et sur ce point-là, je voudrais aussi être très claire. Entre 2007 et 2012, les plafonds de la défense ont baissé de 36 709 équivalents temps plein. Ceci s'est traduit par une baisse réelle des effectifs de 34 426 équivalents temps plein. Lors de la révision de la loi de programmation militaire, nous avons acté la fin de la baisse des effectifs dans la défense. Concrètement, les suppressions d'effectifs devaient s'élever à 25 794 équivalents temps plein au sein de ce ministère sur la période 2015-2018. Depuis l'adoption du second plan de lutte antiterroriste de novembre 2015, la programmation prévoit la création de 2300 équivalents temps plein. Donc, si vous faites l'addition des deux, il aurait dû y avoir, si on avait suivi le rythme, un peu plus de 25 000 suppressions de postes. On en crée 2300, ça donne donc un différentiel de 28 094 équivalents temps plein. Donner des moyens, je vous l'accorde mes chers collègues, ne saurait tout faire et ne saurait bien sûr résoudre les questions et les difficultés qui traversent et heurtent profondément notre société. Mais notre responsabilité de parlementaire est aussi de faire en sorte que les moyens soient alloués sur les priorités que nous fixons. Et je crois que ça a été le cas en 2015, comme les précédentes années, mais principalement en 2015, face notamment aux attaques terroristes que notre pays a subies. Ces priorités peuvent évoluer au fil du temps, bien entendu, tout simplement parce que la physionomie du monde change aussi. Et je crois que cela fera partie des enjeux de la discussion budgétaire que nous aurons à l'automne prochain. S'agissant de cet exercice 2015 et de ce projet de loi de règlement, je vous invite, mes chers collègues, à voter comme en nouvelle lecture, c'est-à-dire à l'adopter de manière définitive, notamment le texte que notre Assemblée avait d'ores et déjà adopté en première lecture. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure générale.